Cette question que l'on va pouvoir se poser lors d'un autobilan de compétences, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va parler bilan de compétences aujourd'hui, on va parler en tout cas des questions qu'on peut se poser quand on est dans une situation professionnelle qui ne nous épanouit plus vraiment. On va se poser beaucoup de questions, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, on sent que ça ne va pas, mais voilà, trouver des solutions, c'est pas forcément si simple. On n'est peut-être pas aussi tout à fait prêt à se lancer dans un bilan de compétences, pas certain que ça pourrait nous aider, eh bien, on va quand même déjà pouvoir se poser des questions nous-mêmes sur où on en est dans notre situation professionnelle et puis commencer à faire un premier point. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on fait un bilan de compétences, c'est nous qui avons les questions, enfin les réponses, pardon, à nos questions. C'est nous qui allons savoir ce qu'on veut vraiment, où sont nos envies, nos aspirations, et cetera. Simplement, on a du mal à faire le tri dans nos idées et c'est pour ça aussi qu'on va avoir besoin d'aide, besoin d'accompagnement et puis parfois aussi simplement besoin d'être rassuré par des outils extérieurs sur ce qui se cache vraiment au fond de nous. Mais globalement, c'est quand même nous qui avons les réponses à toutes les questions sur notre épanouissement aussi professionnel. Donc, ici, on va s'interroger sur les 7 premières questions qu'on va pouvoir se poser lors d'un autobilan de compétences pour commencer à faire le point. Donc, la première question, ça va être sur la partie technique. Donc, de manière générale, qu'est-ce que je sais faire? Objectivement, de manière générale, encore une fois, qu'est-ce que je sais faire? Ces compétences techniques, elles peuvent être déjà mobilisées dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Par exemple, je suis quelqu'un qui est aujourd'hui sur un poste vraiment technicien, euh, ingénieur, enfin voilà, beaucoup dans les chiffres, beaucoup dans les résultats, etc. Mais à côté de ça, dans ma vie personnelle, j'ai des activités extra-professionnelles, je communique bien, je communique beaucoup, j'arrive à fédérer, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose que je peux mobiliser dans ma vie professionnelle aujourd'hui, mais je le mobilise déjà dans ma vie personnelle. Ça reste une compétence. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous avez comme compétence technique, objectivement, que vous savez faire, c'est-à-dire que vous savez faire qualitativement et efficacement. Donc, vous allez pouvoir être doué dans les résultats que vous allez produire et aussi efficace dans la manière dont vous allez le faire. En clair, toutes les tâches qui seront bien réalisées. Donc, listez un petit peu toutes ces tâches-là qui font partie de vous, que vous savez faire. Ça vous permet de poser déjà ça sur le papier. Ça peut paraître basique, mais c'est important de déjà poser tout ça sur le papier. Ensuite, en face de tous ces éléments que vous allez avoir posés, vous allez mettre différents niveaux. En fait, vous pouvez mettre un astérix en face de ce que vous aimez bien faire. Ça va, ça vous rebute pas, ça va, ça vous plaît. Enfin, vous pouvez le faire, ça va pas être une torture pour vous de le faire. Ensuite, vous allez mettre un cœur en face de ce que vous adorez faire. Donc ça, c'est quelque chose, vous pourriez y passer des heures et des heures sans voir le temps passer. Vous adorez faire ça. Et puis, vous allez mettre un moins devant tout ce que vous détestez catégoriquement faire. C'est vraiment quelque chose qui vous rebute. Vous savez le faire, mais vous ne voulez plus le faire, vous détestez ça. Sur la partie technique. La deuxième question que vous allez pouvoir vous poser, c'est la même chose, mais sur vos compétences comportementales. Donc, de manière de sur l'aspect de vos comportements, qu'est-ce que aujourd'hui vous savez faire? Là où vous êtes doué. Par exemple, je sais très bien négocier. Je sais très bien apaiser un conflit. Je sais très bien accueillir les personnes et les mettre de bonne humeur quand elles arrivent. Je sais très bien faire passer mes messages, etc., etc. Donc la partie comportementale, elle est aussi beaucoup liée à la partie communication. Donc comment je sais me communiquer auprès des autres. Mais la partie comportementale, elle peut aussi être liée à tout ce qui gravite autour du comportement. Par exemple, je sais tenir mes engagements, tenir un délai, tenir une échéance, tenir un objectif fixé, etc.
Ça, c'est une compétence comportementale. Je sais tenir un engagement. Je sais m'impliquer fortement dans un projet. Je sais prendre du recul. Tout ça sont des compétences comportementales. Au-delà de simplement, je suis rigoureux, voilà, je suis impliqué et rigoureux, bon, d'accord, comme beaucoup, mais plus précisément, qu'est-ce que vous pouvez mettre derrière vos compétences comportementales? Là aussi, sur ces compétences-là, vous allez mettre un petit astérix sur ce que, bon, ça va, ça passe, vous pouvez le faire, ça ne vous déplaît pas, un cœur sur ce que vous adorez faire et un moins sur ce que vous n'aimez pas du tout faire. Troisième question que vous allez pouvoir vous poser, c'est sur quoi on m'a félicité ces derniers mois. Ça peut être d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Sur quoi on vous a félicité ces derniers mois. Pourquoi c'est important? Parce que là où on vous a félicité, c'est donc quelque chose que vous avez réussi à accomplir, qui semble être difficile pour d'autres, puisque si on vous félicite pour cela, c'est que la personne qui vous a félicité reconnaît que ce n'était pas forcément simple et facile. Donc là, on reçoit des félicitations, ça indique qu'on a une compétence particulière. Peut-être que vous n'avez pas reçu de félicitations ces derniers mois, ce qui serait dommage, mais peut-être. Dans ce cas, demandez-vous sur quoi vous pouvez vous féliciter sur ces derniers mois. Je suis sûre, absolument certaine, qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous féliciter ces derniers mois. Quatrième question que vous allez pouvoir vous poser pour faire votre auto-bilan, c'est quels sont mes non négociables? Où sont mes non négociables? C'est-à-dire ce sur quoi je vais être inflexible. Ça doit rentrer dans mon champ de vie pour que je puisse me sentir pleinement épanouie. Par exemple, ça peut être les horaires de travail. Avant, je travaillais en horaire complètement éclaté, j'avais pas du tout de notion de mes horaires, c'était pas un problème pour moi. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. Je veux pouvoir dire que à 17h chaque soir, je décroche pour m'occuper de ma vie personnelle. Ça peut être des conditions de travail, ça peut être un environnement, des relations professionnelles, tout un tas de choses qui vont faire partie de vos non négociables. Il faudra aussi qu'il y ait des négociables, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir chercher des compromis. Tout ne peut pas être un non négociable, mais vous pouvez avoir des non négociables. C'est très important que vous connaissiez vos non négociables parce que ça fera partie des choses sur lesquelles vous allez être vigilant lors de vos évolutions futures, que ce soit au sein de la même entreprise ou dans une autre entreprise, ou dans un autre mode de travail en fait. Où sont vos non négociables? La cinquième question que vous allez pouvoir vous poser, c'est sur quoi suis-je légitime et crédible? Et comment se décrète la légitimité et la crédibilité? On pourrait faire tout un épisode là-dessus, parce que on peut se sentir légitime alors qu'on ne l'est pas, ou illégitime alors qu'on l'est, etc. Ça, c'est beaucoup lié à la perception et les critères qu'on va mettre derrière la légitimité notamment. Donc, pour vous poser la question sur où est-ce que je suis légitime et crédible, vous allez pouvoir rapprocher ça à 3 facteurs. Où est-ce que vous êtes légitime et crédible par rapport à votre expérience? Où est-ce que vous êtes légitime et crédible par rapport à votre formation? Et où est-ce que vous êtes légitime et crédible par rapport à vos passions? L'expérience va s'entendre en tant qu'expérience professionnelle pour beaucoup. C'est pour ça qu'on rajoute la passion, parce qu'on peut avoir beaucoup d'expérience dans une thématique qui rapproche à notre passion. Pensez que nous ne sommes pas crédibles parce que ce n'est que de la passion, alors que si j'ai beaucoup travaillé le sujet parce que c'est ma passion, il y a fort à parier que je sois très crédible sur ce sujet-là. Donc, listez bien sur quoi vous êtes crédible et légitime. Expérience, formation, passion. Sixième question que vous allez pouvoir vous poser, c'est
Si tout était possible, dans un monde parfait, si je n'avais que la réussite comme option, aucune possibilité d'échouer, qu'est-ce que je ferais et pourquoi? Très important de se poser cette question, vraiment. Bien sûr que tout n'est pas possible, et je vais venir dans la question de juste après. Mais d'abord, ouvrons le champ des possibles. Si tout était possible, aucune possibilité d'échouer. Qu'est-ce que je ferais et pourquoi? Une fois que vous aurez répondu à cette question, on va en arriver à la 7e question. Ai-je envie de concrétiser ça, donc la réponse à la question 6, dans ma vie aujourd'hui? Et si c'est non, pourquoi? Et quel plan me conviendrait mieux? Si c'est oui, qu'est-ce qui me retient? Si c'est non, pourquoi? Et quel plan me conviendrait mieux? On a le droit, en fonction des contraintes qu'on a dans nos vies, de ne pas avoir envie de réaliser le si tout était possible. Parce que trop contraignant, trop exigeant, et pas l'envie de remettre en cause certaines choses dans nos vies. On a le droit. Ce n'est pas manquer d'ambition. Ce n'est pas ne pas croire en ses rêves, etc. C'est simplement réagir en adulte et se demander quel plan nous conviendrait vraiment le mieux. Rien n'est figé dans le temps, et puis on ne sait pas où ça peut nous emmener tout ça. L'essentiel, c'est de poser les premières pierres, faire les premiers pas, avancer dans les premières directions. Et ça va nous faire bifurquer. Mais voilà, si je ne souhaite pas réaliser ça, bon, si tout était possible, quel plan me conviendrait mieux et pourquoi? On peut aussi avoir plusieurs choses qui nous tenteraient. Je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, quand j'ai quitté le salariat en 2017, donc j'étais salariée, j'étais responsable RH. Quand j'ai quitté le salariat, j'avais 2 options qui étaient chères à mon cœur, plusieurs possibilités d'évolution. Je voulais soit devenir coach, soit ouvrir je vais y arriver, un salon de thé, antiquaire, bibliothèque. 2 projets qui me passionnaient profondément, que voilà, dans lesquels je me voyais bien, dans lesquels on me voyait bien, etc. Qui étaient légitimes, crédibles, voilà. J'ai fait le choix d'un des 2 projets. Je ne me voyais pas réaliser les 2 en même temps, évidemment. J'ai fait le choix d'un des 2 projets sur des critères très précis d'investissement, de temps, d'implication, d'énergie à mobiliser, tant au niveau du temps qu'au niveau de l'argent, etc. Le métier que j'ai choisi reste un métier qui me passionne profondément et dans lequel je m'épanouis pleinement. Mais l'autre option aurait aussi été très épanouissante pour moi, j'en suis certaine, sur plein d'autres aspects. C'est pas impossible qu'un jour j'y revienne à cette deuxième option, en fonction de mes contraintes de vie qui vont évoluer. Donc, je me laisse la possibilité que les choses continuent à changer, tout change tout le temps, je me laisse la possibilité de l'évolution. J'ai dû faire des choix à un moment donné pour me réaligner, pour que la vie professionnelle dans laquelle j'allais m'engager réponde mieux à mes besoins, à mes envies, à mes exigences. Et au challenge que j'étais prêt à me lancer. Donc voilà, ces questions, elles servent à répondre à ces problématiques-là, des choix qu'on va faire et de faire des choix en conscience. Rappelons-nous que choisir, ce n'est pas renoncer, en tout cas c'est renoncer momentanément. Choisir, c'est avant tout préférer. Je préfère une option plutôt qu'une autre. Et je le fais en conscience. Donc, ai-je envie de concrétiser mon choix de si tout était possible et sinon, quel plan serait le plus adapté pour moi? Et puis, je rajoute une 8e question bonus qui va être: quelles sont les prochaines actions que je vais devoir engager pour concrétiser un nouveau projet? Parce que si, par exemple, on voit que finalement j'ai envie de ça, voilà le projet dans lequel j'ai envie de me lancer, ça me motive, ça me stimule, c'est vraiment ça que je veux faire, mais en fait je me rends compte que je ne suis pas crédible ni légitime parce qu'il me manque telle formation,
Bon, bah voilà, vous savez, vous connaissez le plan d'action qui vous reste à mettre en place. Est-ce que je suis prêt à me lancer dans cette formation ou pas? Et j'assume mes choix. Hem, et ça va nous permettre d'avancer dans les décisions qu'on va prendre. Donc voilà, les amis, les 7 questions, on va dire 8 questions, 7 plus une bonus que vous allez pouvoir vous poser pour commencer à faire votre auto-bilan de compétences et réussir à dépoussiérer un petit peu tout ça, débroussailler toute cette, heu, hem, j'allais dire forêt vierge que vous allez pouvoir en voir en face de vous. Vous ne savez plus par où le prendre. Eh bien, il faut bien commencer quelque part. Commencez par vous poser ces questions que je viens de vous donner et vous allez pouvoir déjà commencer à y voir plus clair. Et en fonction de ces réponses que vous allez pouvoir donner, d'autres questions vont émerger. Notez toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser et ça vous permettra de continuer à avancer sur le chemin de la réflexion. J'espère que tout ça aura mis de l'eau à votre moulin, les amis. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro du podcast. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.